la discussion. Moi, du coup, donc, je m'appelle Ali, je suis rennais, donc j'ai pas eu à faire très loin pour venir jusque-là. J'habite à côté en plus. Donc, ça fait quelques années que je travaille en extérieur, du coup je peins beaucoup au sol, c'est mon médium principal. Et je travaille de la peinture de marquage routier, noir ou blanc. C'est vraiment, l'idée c'est d'intervenir en contraste avec le médium. Et, et voilà, ouais, je vais vous montrer des photos. Mais en gros, il y a une intervention que j'ai faite pour le festival maintenant, qui a lieu en ce moment aussi, en 2015, sur le toit de la CAF de Rennes. Ça a été une des premières grosses interventions que j'ai fait. C'est un toit qui fait à peu près dans les 1100 mètres carrés. Et du coup, il est encore visible aujourd'hui, même s'il date un peu, depuis les Champs Libres qui sont à côté. C'est une bibliothèque. Voilà, donc ça a été la première grosse intervention. Et à partir de, avant ça, en fait, j'étais intervenu aussi, mais voilà, à côté de mes études, j'ai commencé de manière un peu illégale, et puis au fur et à mesure, ça s'est transformé dans des commandes et des interventions avec des villes ou des métropoles. Voilà, donc c'est un univers qui est beaucoup autour de l'ornement, du travail du motif, des formes qui sont beaucoup autour du végétal. J'emprunte vraiment beaucoup à la pratique de l'ornement, que ce soit dans l'artisanat d'art ou aussi dans l'architecture. Donc c'est comment venir déconstruire les motifs et les construire, quelle structure créer à partir du mobilier urbain en fait. Venir travailler sur ce toit-là, qui avait cette forme rectangle, c'était aussi imaginer de la manière de construire un ornement et de le structurer là-dessus, tout en jouant aussi avec les éléments qui étaient présents sur ce toit. Les bouches d'aération, enfin voilà. À côté de ça, j'intervenais déjà sur des trottoirs, sur des places. Donc c'est vraiment l'idée d'intervention dans l'espace public et ce qui est la majorité de mon travail aujourd'hui. C'est toi dont je vous parlais. Donc voilà, donc c'est les constructions qui sont là. On revoit un peu voilà, dans la forme, on peut avoir un peu des choses qui font penser au tapis persan, qui sont aussi des donc il y a voilà, des éléments qui sont circulaires, on revoit dans les angles, beaucoup de symétrie, voilà, je développe ces motifs de manière symétrique. Alors après, c'est très souvent la structure est pensée en amont, mais après les motifs apparaissent sur le lieu même. Je travaille au pinceau, là pour le coup au rouleau, j'utilise peu de pochoirs. La première fois c'était il y a 6 mois, et du coup le travail au sol c'est vraiment pinceau et rouleau. Je sais pas trop. Bon, voilà, c'est une invention. Je crois que c'est un peu mélangé, donc je vais m'adapter. Je le fais vite, mais voilà, je parlais tout à l'heure du tapis. Là, il y a vraiment une intervention qui s'est faite à Rennes. Non, c'est pas une commande, mais voilà. Alors voilà, ça c'est un exemple différent. Une intervention totalement éphémère qui a duré un jour en fait, parce qu'il a plu le lendemain, et c'est une peinture pour le coup qui n'est pas du marquage routier, qui est un mélange de craie. Et l'idée était de venir jouer, oh là, c'est vraiment mélangé, de venir jouer avec les lignes du terrain pour structurer le motif, et non de créer des lignes, mais là vraiment d'être dans de l'existant, tout en gardant quand même le jeu possible, en créant vraiment des contrastes, en saturant des endroits où on a les gens à d'autres. Voilà, je vais peut-être pas prendre plus de temps, ou je sais pas si. Ouais, ça c'est je vous parlais du pochoir tout à l'heure, ça c'est la première intervention au pochoir, un sol qui était très abîmé, et du coup le travail au pinceau aurait été vraiment très long. C'est une surface aussi de 1000 mètres carrés à peu près, à Toulouse. L'idée là était vraiment d'être sur une répétition comme des carreaux de ciment, voilà, de motifs qui se déploient en même temps. Il y avait l'intention aussi, il y a des aménagements qui seront en cours bientôt, et d'amorcer un peu ça, ces changements, et aussi de valoriser les abords de ce lac. Ça, c'est une intervention en Norvège sur une ancienne entrée qui se faisait par bateau dans la ville. Et voilà, l'idée était d'intervenir là-dessus, de mettre en avant cette ancienne entrée. Et vous voyez, il y a vraiment ces structures là de lignes qui sont en écho au bâtiment là-bas, qui était vraiment donc tout blanc, et avec ces planches pardon, de bois à l'horizontale ou à la verticale. Et pour l'histoire, c'est un détail aussi qui était important, puisque que ce soit l'un ou l'autre, on signifiait en fait en mettant
des planches, par exemple à l'horizontale, qu'on avait les moyens pour les changer, chose qui était moins coûteux à la verticale. Et du coup, c'était aussi un signe extérieur de richesse qui pourtant était très simple, très léger, mais que je souhaitais aussi faire intervenir dans l'idée d'une symbolique, dans l'ornement qui est présente, mais que j'utilise pas tout le temps, mais qui peut être des fois un clin d'œil dans les fresques que je réalise. On le voit fini. Et voilà, on a parlé, j'ai entendu ce matin d'intervention aussi dans avec l'idée de la végétation et aussi l'idée d'espaces abandonnés qui sont des terrains de pratique pour les artistes aussi. Et voilà un exemple en extérieur. Là, on voit vraiment l'empreinte de l'architecture plus que dans d'autres projets peut-être, mais donc voilà, toujours en noir ou blanc et en contraste avec le support. C'est super. Hein. Pour le travail au pochoir, c'est quel matériel le pochoir que tu as utilisé j'ai découpé de la bâche de bassin. Je l'ai découpé à la main en fait, parce que j'avais pas le temps de le faire, enfin pas le temps. Disons que j'aurais aimé le faire en découpe laser, mais ça aurait été immense. Et là, c'est des pochoirs de 2 mètres par 2. Donc je les coupais à la main. En plus, l'avantage de la symétrie, c'est que si tu fais un bon pliage, tu as juste une coupe à faire et tu t'en fais 4 d'un coup. Et voilà, et ensuite tendu sur un cadre, ce qui me permettait d'avoir... parce qu'à force de passage, on vient aussi créer une épaisseur et le motif se réduit. Et là, du coup, je pouvais changer assez régulièrement avec ce cadre. Donc, moi, je m'appelle Christian. Je suis plus connu sous le nom de C215. Je suis pochoiriste, c'est vraiment l'outil qui caractérise mon travail. Pour le reste, il est probable que je sache toujours pas vraiment qui je suis, puisque ça évolue sans cesse, en tout cas mon travail ou la forme ou l'intention en tout cas de ce que je fais évolue sans cesse. Et c'est une pratique que je remets sans cesse en question dans sa nature. Autour de cet outil, en tout cas, j'interroge cet outil et ce que je peux en faire. C'est un outil d'interaction, le pochoir, avec des vides et des pleins. Et c'est une logique aussi de symétrie, finalement, puisque ce qui est vide devient plein et ce qui est plein devient vide. Donc, ça permet de complexifier la vision qu'on a de la vie et c'est un outil qui a une certaine métaphysique en fait. C'est un outil qui a un cadre, c'est un cadre en fait, mais qui masque et finalement en fait c'est pour moi en tout cas un cadre qui m'aide à vivre et à interagir, à évoluer dans la société. À partir de cet outil, j'explore ma vie et la vie, en quelque sorte, puisque je me laisse un peu porter par l'outil plus qu'autre chose. Je fais des portraits, beaucoup, pas seulement. Et au final, le pseudonyme de C215 ou cet outil, ça a été pour moi un appareillage, en quelque sorte, quelque chose qui m'a permis de me projeter dans la vie. Parce que peut-être que sans ça, en tout cas, j'aurais pas su trouver ma place dans la société. Aujourd'hui, je vis de ça depuis maintenant 15 ans, notamment par des expositions en galerie, mais aussi des commandes institutionnelles ou des expositions muséales. J'ai réalisé plusieurs expositions individuelles muséales, notamment au Musée des Arts et Métiers, au Musée d'art contemporain de Saint-Pétersbourg, au Musée national du sport, au Cellier de Reims, à l'Arsenal de Soissons, au Musée de la Légion d'honneur, au Musée des Invalides, j'en oublie, et ailleurs aussi, à la Maison des Arts de Laon. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui m'a permis de plus en plus de m'approcher d'une approche institutionnelle, et notamment parce que j'aimerais pouvoir échapper à l'emprise du marché.
pour pouvoir avoir réalisé des œuvres dont la finalité n'est pas mercantile. C'est pas que j'ai l'air triste, c'est que je suis fatigué. Et donc voilà, j'aime cet outil qui vraiment me structure personnellement et qui structure ma vie. Et merci aussi de m'avoir invité évidemment ici, de m'avoir permis de réaliser ce portrait de Toni Morrison, qui est un auteur qui a beaucoup compté pour moi. Et voilà, c'est l'occasion, en tout cas cet outil me permet de rencontrer des gens dans la réalité, mais aussi d'aborder des sujets. L'exploration, elle est à la fois réelle et virtuelle. Je m'appelle Santiago Morilla, j'ai un profil mixte entre la recherche, artiste, mais aussi je travaille dans l'enseignement. Vengo de Madrid y bueno, hicimos un seminario antes de venir aquí a Rennes en Madrid que versaba en torno a la práctica artística en el contexto urbano y las nuevas tecnologías. Je viens de Madrid et avant on a fait un séminaire sur les pratiques artistiques et les nouvelles technologies à Madrid. Vale, y os he traído una selección de imágenes para no saturar, sobre todo que conversan con la imagen satelital, la imagen cenital, en eso conectamos un poco Ali y yo. J'ai apporté des images pour pas collapser d'informations et c'est des images qui connectent aussi, qui a un lien avec l'image zénitale. De alguna manera estoy conversando en las intervenciones con la representación. Je dialogue avec la représentation de l'œuvre. Y cómo se inserta en la idea que tenemos del mundo. Et comment elle va s'insérer dans l'idée qu'on a du monde. De hecho, lo que estoy haciendo es convertir lo horizontal en vertical. Donc, en fait, c'est ce que j'essaye de modifier l'horizontal dans la verticale. Cuestionando si el mundo simplemente es un soporte de representación. Je me questionne sur le fait si le monde c'est juste un support de représentation. O un soporte de narración. Ou un support de narration. De narración y de. Pardon. Y de juego. Et de jeu aussi. Con lo cual, pues me interesa la idea de hackear, ¿no? Del hacker, del que se introduce en un sistema de representación para conocer los límites. Donc en fait, ça m'intéresse l'idée de piratage dans les systèmes pour connaître les limites. Y voy a ir muy rápido, porque si no... Je vais aller très vite parce que sinon... Este es un trabajo que hice en Italia, pintando sobre un campo de fútbol con, là, c'est un travail que je fais en Italie. con cal. Et j'ai peindre sur un champ de foot avec... Lo interesante de este trabajo no es tanto la imagen, sino el hecho performático de patear la cara de un árbitro. Es Donc, decir, donc c'est pas si important le fait de... En fait, le plus important, c'est le fait de justement marcher sur la tête d'un arbitre. es decir, cuando tú juegas a nivel de tierra no eres consciente de las reglas, ¿no? Parce que quand tu joues, en fait, au niveau... quand tu joues, tu n'es pas conscient de la terre, de ce que tu n'es pas conscient de où tu marches. Y necesitas una visión cenital para comprender la dimensión de este juego, ¿no? En el que estás inmerso. Et tu as besoin d'une vision de l'extérieur, une vision zénitale pour comprendre les jeux, en fait. Bueno, aquí tenía el vídeo, lo que os muestro es algunas imágenes de la Tate Modern, de Tanks. J'ai une vidéo, mais je vous montre quelques images. Este es otro site específico que hice en Roma con la idea de la inversión de valores allí donde San Pedro fue crucificado boca abajo. Donc là, c'est aussi une idée, inversion des valeurs, l'endroit où Saint Pierre a été crucifié, mais à l'envers. San Pietro in Montorio, entonces lo que pinté fue un ícaro, un pájaro estampado. Ce que j'ai dessiné, c'est un oiseau destrozado. Complètement écrasé. Sobre la superficie de San Pietro in Montorio, que es donde dice la tradición que... Sur la superficie, enfin sur l'endroit où on dit que lui, il a été crucifié. Con lo cual es otro site específico. Yo me acerco al espacio de una manera
con una inmersión contextual en el lugar donde voy a intervenir. Donc, en fait, je m'approche dans l'espace pour prendre conscience de l'endroit où je vais intervenir. Y concibo la obra también de una manera performática. De hecho, esto es un vídeo donde Et comme ça je mismo conçois l'œuvre dans une façon de performance. Et là, c'est une vidéo qui montre. estoy haciendo el pino sobre la misma inversión de los valores. Curiosamente, solo el satélite y los pájaros pueden ver esta Donc imagen. là, il fait le poirier et il fait comme ça montre en fait avec la vidéo et la vision cénitale, bah, justement l'endroit plus l'œuvre et le fait qu'il soit à l'envers comme la tradition. Esta es otra intervención que hice en Madrid, con lo cual podéis ver en estas tres, ¿no?, que los materiales dependen de la concepción del site specific, es decir, Donc là, c'est une autre intervention à Madrid et les matériaux, ça dépend de la conception. lo que hice fue un troquelado de césped con el icono de Madrid, que es un oso. Donc là, j'ai fait troquelado. Una alfombra verde de césped, Je fais un tapis d'herbe. donde los vecinos estaban reclamando otro uso del espacio, estaban reclamando un jardín. con lo Là, cual, c'est dans cet espace-là, les voisins, ils réclamaient en fait un autre espace vert. Donc il a fait ça. durante 24 horas pudieron Bueno. disfrutar del uso del cadáver de un oso que era el cadáver del propio icono de Madrid. Donc pendant 24 heures, les voisins, ils ont profité le cadavre d'un ours. Et c'est le motif de Madrid, enfin, qui représente Madrid. Et donc il a fait ça après cette demande-là, pendant 24 heures. Voy a ir más rápido porque si no voy a ir directamente a uno esto es en Corea, pero voy a ir un poquito más, porque si no Bah, il va aller un peu plus vite. voy a ir a este. Esto es una intervención que pinté con un tractor. Là, c'est une intervention qu'il a peint avec un tracteur Sobre un campo de laboro, un campo de trabajo, sur un en barbecho. champ pour travailler qui était en pause, en barbette. Es un trabajo efímero, no permanente. C'est un travail éphémère, non permanent, También site specific. ça fait spécifique. Y lo interesante de este proyecto es que se hizo en un lugar donde hay tradición de avistamientos ovni. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait ça dans un endroit où il y a normalement on a la possibilité de voir ou de entrevoir les ovnis. Con lo cual el título es Podéis volver por donde habéis venido. Donc le titre c'est vous pouvez partir par les mêmes chemins Es decir, où vous êtes venu. el campo, además era en el contexto de la crisis económica de C'est dans les 2018. contextes de la crise économique de 2008. 2008. Y este pueblo es un pueblo que está cerquita de Salamanca, estaba realmente jugando con la ambivalencia de no necesitamos rescate, pero además tampoco necesitamos que nadie de otro planeta nos rescate, ¿no? D'accord, donc c'est un village qui est à côté de Salamanque et en fait il jouait avec l'ambivalence sur le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir du secours, en fait on n'a pas besoin d'être sauvé, mais on n'a pas besoin non plus que quelqu'un vienne nous sauver de l'extérieur. Y ahora quiero mostrar el que acabo de hacer aquí con ayuda de Marco Pardo, que es un artista que está aquí. Et là je vais montrer celui que je viens de faire ici avec l'aide de l'artiste Marco Pardo qui est avec nous. Hemos hecho una intervención, estas son otras cosas. Bueno, aquí. Y traía un vídeo, pero no sé si se va a poder ver. J'ai apporté une vidéo, mais je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Esta era la propuesta. C'est ça la proposition. Dos manos que jugaban a nivel gigantomático, ¿no? O sea, como una escala totalmente excesiva, divina. Donc c'est deux fuera de mains qui escala. jouent à une échelle, dans une échelle géante, dans une échelle divine. Porque el panóptico digital, ¿no? La visión que tienen los satélites ahora mismo han usurpado la visión de Dios, ¿no? La visión de... Car en ce moment, les satellites, ils se sont introduits dans la vision divine un peu, ou la vision en tout cas
en hauteur qu'on a de la réalité. Y aquí venía el vídeo, pero no Et funciona. maintenant, c'est là la en vidéo, mais PDF, ça ne marche pas entonces, parce que c'est un PDF. Os invito luego, si queréis, a dar un paseo y subir al 7º piso y observar cómo hay una imagen latente que solo es posible acceder a ella a nivel representacional gracias a hipermediación tecnológica, como todos los trabajos que hemos visto. Donc je vous invite, si vous voulez, monter au 7e étage. Et là, on peut voir aussi, mais qu'avec les moyens satellites, non? Les moyens de la technologie, on peut voir vraiment l'œuvre de ce point de vue. Todas son obras que trabajan en dos niveles, en nivel físico y en nivel, digamos, tecnológico, representacional. Les œuvres, enfin, je travaille toujours avec deux niveaux, les niveaux physiques, mais aussi les niveaux technologiques. Y esta es un poco mi línea de investigación y de trabajo, ¿no? Ça, c'est un peu ma ligne de recherche, de travail. Cómo se pueden mezclar e hibridar los dos mundos, ¿no? El físico y el virtual. Comment on peut concevoir les deux mondes d'une façon hybride, les technologiques et le réel. Oui, donc peut-être pour lancer, je souhaiterais vous poser quelques questions et je me disais que ce serait peut-être intéressant qu'on fasse tourner le micro pour poser des questions et animer cette table. La journée aujourd'hui, elle a été construite sur deux axes. Celui de l'art public, qu'il soit officiel ou art public indépendant et spontané, et le graffiti, les pratiques, on va dire, artistiques dans l'espace public, et la mémoire, ou quelle est l'ambiance que ça peut créer, en fait, qu'est-ce qu'une intervention peut générer dans l'espace public et quelle ambiance ça peut créer. Et donc, en fait, vous trois, vous répondez dans votre pratique à ces problématiques. La question de la mémoire, elle est assez évidente, Christian, parce que vous, alors je repasse au vous, vous travaillez sur les portraits, vous rendez beaucoup d'hommages, alors pas seulement à des personnes qui sont connues, à des anonymes aussi, mais la question de la mémoire, elle est bien présente dans votre travail. Donc je vais peut-être commencer par cette question. Pourquoi, en fait, le portrait? Vous avez commencé peut-être autrement? En fait, j'allais moi-même rebondir, puisqu'on a parlé, vous avez parlé de lien entre le virtuel et le réel. Et c'est amusant parce que moi j'ai parlé également de lien entre le virtuel et le réel. Dans le virtuel des rencontres symboliques des sujets et dans le réel des personnes que je rencontre. C'est-à-dire que ce que je comprends en tout cas, c'est que là où moi j'ai parlé énormément d'horizontalité, là on parle énormément de verticalité. Et il y a un paradoxe qui fait qu'aujourd'hui la verticalité, elle est peut-être plus facilement accessible qu'elle l'a été jadis. La dernière révolution, c'est le drone, qui aujourd'hui généralise l'accession à la verticalité à tout un chacun. Tandis que je trouve au final que l'horizontalité, elle est de moins en moins permise. C'est-à-dire qu'on peut vraiment être l'un à côté de l'autre, chacun dans son téléphone, sans communiquer réellement. Et si je parle autant de la mémoire, c'est pour garder peut-être cette forme d'horizontalité et donc le mystère du rapport entre les hommes. On a beaucoup parlé ici de Dieu. Pourvu que Dieu reste à la porte de l'université. Et alors que j'essaie de parler d'une autre forme peut-être de religion, qui est celle de l'horizontalité. Pour ce qui est de la mémoire, c'est peut-être aussi une réaction, parce que je pense être finalement réactionnaire, puisqu'on est dans un temps du jetable. On pratique énormément la nécrologie. On n'en peut plus de la nécrologie. C'est Chirac, c'est un tel, c'est un autre le lendemain, c'est une cantatrice. On parle déjà plus de la cantatrice. On a Chirac dans les rayons de journaux.
Mais dans 2 mois, il sera absolument disparu comme René Coty. Et face à ce temps qui chasse les choses au fur et à mesure, et les images et les personnes, j'essaie de faire réaction par la mémoire, qui n'est pas le même travail que la nécrologie. Morrison, j'ai accepté de le faire parce que ça faisait 3 mois, ou 4 mois, ou quelque chose comme ça. On est déjà dans un temps révolu. C'est ça la mémoire, c'est lutter contre l'oubli, tandis que la nécrologie, c'est une fête du quotidien. Et c'est ça ce en quoi je me bats. Je suis resté allongé devant la fresque de Morrison et j'ai pu voir passer les gens de manière très horizontale. Peut-être que mon souci, c'est l'horizontalité, effectivement. J'ai pas de problème avec la verticalité. Tu parlais du temps de création et le fait que rester allongé aussi devant te permettait de voir les gens passer et peut-être aussi les réactions des personnes. C'est vrai qu'en intervenant de cette manière-là au sol, il y a l'accessibilité aussi des gens qui nous voient créer qui nous voient pendant le processus créatif. On n'est plus isolé dans un endroit et on vient montrer quelque chose ensuite. Mais il y a un accès aussi en partie à ce temps-là de création. Alors j'ai une question aussitôt pour axer un peu. Mais le résultat, il n'y a pas un moment où quand vous créez, vous n'êtes pas confronté au spectateur qui a le résultat, puisque le spectateur, il faut qu'il ait accès à l'image verticale. Comment vous vivez cette situation? Moi, pour ma part, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait plusieurs, et je pense que Santiago en parlait aussi tout à l'heure, plusieurs lignes de lecture, dans le sens où on peut le voir à hauteur d'homme, et en même temps, on peut le voir en... Alors, moi, ce que j'aime souvent, c'est intervenir et savoir qu'il y a une vue même d'un bâtiment à côté, en hauteur, mais par satellite ou par drone aussi. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'il y a différentes manières de la regarder, de regarder cette fresque, cette œuvre, et en étant soit complètement dedans, en fait, clairement, puisque dans un certain niveau, je vais travailler le motif, mais il va être aussi, le trait peut être fin, et on peut voir suffisamment en étant debout dessus. Et en même temps, prendre du recul, c'est avoir cette vue d'ensemble, mais un recul vraiment encore plus loin, nous donne des formes, voilà, c'est offrir tous ces points de vue différents-là, qui est intéressant dans le côté horizontal de l'œuvre. La memoria, ¿no? La mémoire. Sobre la memoria. Yo creo que es muy interesante, efectivamente la memoria es aquello que queremos preservar, ¿no? Je crois que c'est intéressant le fait que la mémoire, c'est quelque chose qu'on a envie de préserver. Lo que no recordamos no existe. C'est que si on ne se souvient pas, ça n'existe pas. Y creo que juegan un papel muy importante en los repositorios digitales, la información que atesoramos, que guardamos y que no guardamos. Et c'est très important dans les supports un peu digitaux, c'est qu'on enregistre, c'est qu'on n'enregistre pas. Ahora estamos en el momento del Big Data, todo es superinformación. Ahora mismo vivimos en un momento en el que estamos desarrollando más información que nunca, que no conocimiento. Son cosas diferentes. En ce moment-là, avec le Big Data, on produit de l'information et on reçoit de l'information que c'est pas la même chose que de la connaissance, mais maintenant c'est l'époque où il y en a de plus en plus d'informations. En un mundo donde realmente Google parece que es el diccionario. Dans un monde où on pense que Google c'est le dictionnaire. Que no me gustaría que fuera así. Je n'aimerais pas que ça soit comme ça. De la misma manera que tampoco me gustaría que las imágenes satelitales fueran la representación del mundo. Por eso intento hackear la representación del mundo para posibilitar otras visiones. Y me refería al tema divino en el sentido de incuestionable. No que yo sea religioso, también tengo que dejarlo claro. Et on vit aussi dans un monde où les satellites, c'est un peu l'image qu'on a. Et c'est que je suis en train de faire, c'est de pirater justement cette image, que ce ne soit pas à travers les satellites. Et quand je me parlais de l'image divine, c'était pas dans l'effet religieux, c'est un peu dans l'auteur en fait, le point de vue cénital. Y la memoria la construimos todos.
Entonces, de la misma manera que construimos ciudad interviniendo en los muros, creo que también podemos construir mundo interviniendo en las azoteas o en los suelos, como tú, de una manera más inmersiva y performática, donde haya trabajos que no sean impositivos, incluso que sean colaborativos o performáticos. Et on est dans un monde où on construit aussi tout. Par exemple, nous, tu as parlé de faire l'art sur les murs, et on est dans un monde où on va construire aussi. Et ce que j'aimerais bien, c'est justement que ça soit quelque chose de participatif, ça, soit dans la terrasse, dans les étages les plus élevés des immeubles, mais que ça soit quelque chose de collectif, en même temps que la mémoire aussi, c'est une construction de tout le monde. On la construit, la mémoire. De hecho, por ejemplo, hay muchos viajes que se hacen de manera virtual, precediendo un viaje físico, consultando allí donde vas a ir. Primero, donc on fait d'abord, plusieurs fois, on fait d'abord un voyage virtuel. On regarde en fait l'endroit où on va y aller. D'abord, on le fait virtuellement et après, on va le faire physiquement. De hecho, hay un filósofo español que habla de el turista vertical, que es aquel que precede el viaje de manera virtual. D'ailleurs, il y a un philosophe espagnol qui parle du touriste virtuel, qui fait d'abord le voyage vertical. Y a mí lo que me interesa es dejar bombas para avisos a navegantes, como si fuera una cartografía plagada de monstruosidades o de avisos a esos viajeros de la tierra incógnita, ¿no? Et ce qui m'intéresse moi, c'est de laisser des messages, un peu des bombes, comme des avertissements, un peu pour dire, il y a des bombes, des endroits, des choses que j'ai envie de vous faire signaler. La memoria que tenemos, por ejemplo, del descubrimiento el redescubrimiento de América. C'est comme la mémoire de la découverte de l'Amérique ou la redécouverte de l'Amérique. Fue a través de la representación cartográfica del mundo, ¿no? Que entonces ahora que C'était à estamos travers la représentation cartographique en fait du monde, et maintenant qu'on est ahora que estamos en un contexto tan tecnologizado, podemos pretender pensar que el mundo es aquello que vemos en Google Maps y no es así. et maintenant qu'on est dans un monde où on pense que tout est technologique, peut-être on a tendance à penser que la représentation ou la conception c'est grâce à Google, et ce n'est pas comme ça. Para mí eso es la memoria, construir esa representación día a día. Et pour moi, la mémoire, c'est ça, c'est construire cette représentation un jour après l'autre. Peut-être rebondir sur, pardon, hein, je tire la couverture pour moi parce que ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous pensez de cette notion d'ambiance. Et Ali, par exemple, on a vu que tu recrées, en fait, l'espace privé-public, il est parfois un peu poreux dans ton œuvre parce que tu vas insérer, projeter des éléments du quotidien, du domestique, de la maison dans l'espace public. Le tapis, par exemple, on va retrouver des éléments qui vont faire penser sinon à des vitraux, voilà, des choses qui sont plutôt qu'on voit de l'intérieur. Donc, est-ce qu'il y a une volonté comme ça ou une réflexion de cette irruption du privé dans le public? Est-ce que tu as envie de le rendre, je ne sais pas, peut-être plus accueillant? Quel est ton point de vue sur cette notion d'ambiance dans la ville? Je pense qu'il ne se fait pas dans le sens de l'intérieur et que je dépose quelque chose à l'extérieur. C'est plus, en fait, moi je sais que pour être intervenu et avoir du coup eu des retours sur le site, c'est plus les gens qui vont, eux, faire écho à ce que ça leur fait penser, aux souvenirs que ça peut leur rappeler. Alors, notamment, oui, peut-être ces choses qu'ils ont chez eux, c'est des choses sur lesquelles on peut retrouver des motifs, c'est comment ils décorent leur chez eux. Et c'est aussi une manière de... Je sais pas, moi je suis très attaché à l'esthétique que peut prendre aujourd'hui les villes contemporaines, dans le sens où on parlait de la ville capitaliste, on parle aussi de cette architecture moderne qui est très épurée, du coup il y a une forme très lisse et on a... Enfin, je sais pas, moi j'ai très envie de décorer ça, de venir y ajouter peut-être un tapis, voilà, de créer des zones où on a une volonté de s'installer, pas juste de passer ou juste
d'emprunter. C'est vraiment cet endroit où on peut se poser et où comme on le fait chez nous, voilà, comme tu disais, mais c'est-à-dire de sanctuariser cet endroit parce que c'est le salon et que voilà, on a envie d'être bien, on a envie de parler de choses avec les gens et du coup de mettre des objets qui sont en lien avec ça. Et peut-être que c'est là où du coup l'idée pour moi de ramener l'ornement là où il était, mais du coup de le ramener encore, c'est pas de ramener de l'intérieur presque, mais c'est plus oui, il était déjà là avant en fait, il revient en fait en quelque sorte, mais je sais pas si. Santiago, toi, tu projettes des éléments humains. Tu utilises, toi aussi, tu t'intéresses à l'humain en fait. Proyectas elementos humanos, te interesas también y a lo humano. Sí, sí, sí. Si tu veux, je peux même te donner. Bon, tu veux réagir? Vas-y. ¿Quieres reaccionar? No, no, sí, 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 sí. Et donc, ce lien avec l'ambiance dans la ville, le fait de vouloir, pour le coup, occuper par des figures humaines l'espace public. Toi, en plus, c'est particulier, puisque l'accès, il est indirect, le passant ne le découvre pas tout de suite. Est-ce que, pour le coup, cette notion d'ambiance dans la ville, ça te parle? Est-ce que est-ce que tu as réfléchi à est-ce que ça pouvait générer ton œuvre? Vale. Bueno, en cada trabajo es verdad que he metido la figura humana, o por lo menos partes de la figura humana, À chaque fois, j'essaye d'introduire la figure humaine para empatizar a nivel performático de manera inmersiva, por ejemplo, el trabajo pour avoir un peu d'empathie en fait au niveau. del tractor implicaba la implicación directa del dibujante, que era el propio dueño del campo. Et par exemple, dans l'exemple du tracteur, c'était l'effet de justement introduire directement la personne, le dessinateur, pardon, parce que lui, il était. ¿Dónde estaba en la imagen del campo? En un campo de labor. Entonces, el dibujante. El dibujante era el propio dueño, el que dibujaba, no era yo. Ah, le dessinateur qui a fait ça avec les tracteurs, c'était lui-même le propriétaire en fait du tracteur. Los que borraban la cara, c'est qui effaçaient les visages qu'on a vus. Eran los propios habitantes del pueblo. C'était vraiment les villageois en fait. Entonces, para mí es muy importante esa implicación corporal. Donc pour moi, c'est très important l'implication corporelle dans l'espace public. Para reclamar digamos, una participación activa en la ciudad, no solo a nivel representacional, sino a nivel de implicación política. Et c'est pour ça que c'est important de demander l'implication aussi au niveau politique aussi, et ne pas que représentative, mais aussi une implication personnelle. Hacerse presente, o sea, corporalmente. Être présent, pero también corporalmente. Los que habitaban la alfombra verde eran los propios vecinos también. Ceux qui étaient là dans le tapis vert qu'on a vu, c'était aussi les voisins qui étaient dans les quartiers. En fait, il y a toujours une implication personnelle, no pas que representative, mais aussi personnelle. Me parece interesante que pensemos en la ciudad no solo como un soporte de representación. C'est important de penser la ville non pas seulement comme un support de représentation, mais aussi sino como una mesa de negociación. Mais aussi comme une table de négociation. Y de juego. Et des jeux. No sé si he contestado tu pregunta. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Moi, quand j'entends le mot ambiance, ça me renvoie à pas mal de notions. Par exemple, j'aime bien aller peindre dans des endroits où on n'attend pas une forme d'art, notamment un peu partout où les hommes pissent et il y a l'odeur. C'est une certaine ambiance. Parfois même une défèque, là où je vais peindre, parce que c'est des coins tellement relégués que ça peut sentir très mauvais. Ça fait partie de l'exploration. Quand je peins en prison, il y a une certaine ambiance. Quand je peins le portrait d'un policier qui a été tué 1 an précédemment devant ses collègues, qui étaient ses amis, en présence d'officiels, il y a une ambiance. Quand je peins à la demande de ses parents le portrait de Madeleine Sadin qui a été tuée dans les attentats du Bataclan dans son collège 1 an après sa mort, il y a aussi une ambiance.
C'est pas nécessairement ou seulement pour moi, comme je renvoie à l'idée d'exploration, puisque c'est aussi ce qui nous relie tous. On est dans une certaine exploration. C'est aussi une exploration d'ambiance. C'est pas nécessairement moi qui la crée l'ambiance, c'est aussi moi qui l'emmagasine, qui la stocke et qui l'absorbe. Et du coup, j'essaie de me laisser porter vers ces ambiances en étant le plus neutre qui soit pour pouvoir à la fois les découvrir et puis en tirer, j'ai envie de dire, les archiver dans ma mémoire. C'est pas nécessairement. Je me vis pas seulement, parfois, comme un disc jockey. Je veux dire, je suis pas seulement là pour faire danser les gens. Il y a aussi le retour sur le monde que j'explore, en tout cas. Juste pour faire suite à cette intervention, justement, comme vous travaillez au stencil, il y a une préconception de l'œuvre. Et justement, est-ce que l'ambiance peut intervenir à ce moment-là et changer ce que vous aviez prévu vous variez des choses, alors peut-être pas sur la forme, parce que le stencil est là, mais des changements de couleurs ou des changements de motifs autour, etc. Est-ce que l'ambiance a un rôle, finalement, à ce moment-là de la création? Oui, mais ça reste tout à fait chaotique, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que c'est vraiment... en fait, comme je vous disais, c'est le pochoir, c'est vraiment, en tout cas pour moi, une métaphysique des contraires, des vides et des pleins. C'est-à-dire que je passe mon temps seul dans un environnement extrêmement confortable et cosy. Chez moi, j'adore être chez moi, à découper, en prenant énormément de temps. Un outil qui est très contraignant, avec une préparation qui est très contraignante, mais qui permet une forme d'interactivité et qui me donne un cadre. C'est comme une carapace. Je limite, en quelque sorte, je la limite l'interaction, puisque mon outil il est prédéfini. Après, fort de cette carapace, qui me permet aussi de rester suffisamment insensible à ce qui peut se passer autour, qu'il s'agisse d'un deuil effroyable ou d'une situation dramatique ou même d'une foule ou je ne sais quoi, où il m'est arrivé par exemple de peindre Piazza del Popolo et sur une boîte aux lettres sans autorisation, et c'était un rassemblement de carabinieri. Autour il devait y avoir 400 gendarmes italiens. Ils n'ont rien vu, mais moi ça m'est égal parce que j'étais protégé par mon outil et sa structure. Donc ça reste... il y a une ambivalence comme ça qui fait que je prépare suffisamment en amont la chose pour qu'ensuite je puisse être véritablement suffisamment solide pour affronter des situations extrêmes et diverses, en quelque sorte. Est-ce que vous connaissez le travail de Jorge Rodríguez Guerrada? Jorge Rodríguez Guerrada. Jorge Rodríguez. Sí, sí. Es un ami. Muy bueno. Es un amigo suyo. Muy bueno. Il est très fort. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, parce que pour moi c'est très fort, si je pose la question c'est parce que pour moi c'est très fort, est-ce qu'il y a une dimension qui est importante pour vous qui est, le temps qui fait et l'heure, et quand nous sommes, le temps, à la fois la météo et à la fois le moment, la chronologie. El contexto, ¿no? C'est une autre dimension. On parle souvent de l'espace, mais... Sí, sí. Yo creo que los que trabajamos en el contexto de lo público, ¿no? Quand on travaille dans un contexte public, tenemos que estar como aliados con el espacio y con el tiempo. on doit être allié avec l'espace, mais aussi avec le temps. Y no siempre funciona, ¿no? Et parfois, ça ne marche pas. Entonces tenemos que ser como versátiles, ¿no? Modificar, On doit s'adapter, on doit être versatile. adaptarnos a las circunstancias, al espectador, On doit s'adapter aux circonstances, a aux los spectateurs, materiales, aux matériaux, al clima. Pero au climat. aunque tengamos el concepto muy bien, a lo mejor traído, ¿no? Y lo tenemos muy empaquetado. Y Même si on a le concept vraiment très conçu,
luego eso puede modificar y además creo que es bueno que sea así. Parfois, on peut le modifier, et je pense que c'est bien qu'on le modifie, qu'on c'est comme ça. Hacemos cosas que son, bueno, todos hacemos cosas que son efímeras. On fait des choses éphémères, hein, nivel tous on fait des métaphysique. choses éphémères au niveau métaphysique. Se van a degradar, nos las van a destruir. Elles vont s'abîmer, ils vont les détruire, Y luego aparte nos las van a fotografiar, mais aussi ils vont le prendre en photo ou pas. se van a viralizar o no. Ils vont être virales ou pas. Con lo cual hay una memoria también digital. Donc il y a une mémoire digitale, una une dérive en el tiempo y dans le además temps, en el espacio virtual. mais aussi dans l'espace virtuel. Y, por ejemplo, a mí me ha ocurrido que hay obras que han permanecido en el satélite, pero ya no existen a nivel físico. Et il m'est arrivé mes œuvres qui sont restées dans les satellites, mais que maintenant ils sont plus dans l'espace, enfin ils sont plus physiques, elles n'existent plus. Y al contrario también, Et à l'inverse, que están físicamente, pero no existen en el... elles sont là physiquement, mais ça n'existe pas. Con lo cual, bueno, yo creo que llega un momento en que la obra cobra, digamos, una dimensión más allá de lo que tú puedes controlar y que por eso trabajamos en el contexto público, porque nos interesa esa interacción. Donc finalement, il y a un moment où l'œuvre, elle est là, mais c'est ça qui est intéressant, qu'elle est là, mais on peut pas elle nous échappe, on ne peut pas la contrôler. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille dans l'espace public, parce que il y a ça qui nous échappe. Algo que para otro artista sería una cosa súper estresante. Que peut-être pour un autre artiste, c'est quelque chose de très stressant, et No controlar qué va a pasar. parce qu'on ne contrôle pas ce qui va arriver. Mais c'est pas, mais c'est pas ça pour vous. Bah, pour moi, pour lui. Oui. C'est moi. Moi, j'avais une question par rapport à ce qu'on a pu voir ce matin. On voyait qu'à Medellín, en Colombie, le graffiti ou le street art avait contribué à valoriser certains quartiers, certains territoires. Donc, ça avait une image de marketing territorial. Je voulais savoir, vous, en tant qu'artistes, tous les trois, sur vos pratiques différentes, est-ce que vous avez le sentiment de contribuer à un marketing territorial, que là où vous venez pratiquer votre expression artistique sur commande ou de façon individuelle, sans commande particulière, est-ce que ça pousse à la curiosité du touriste, du passant, ou est-ce que ou pas? Quand on intervient dans un cadre plus administratif, on dira, il y a aussi des choses qui sont... Il y a des temporalités qui sont différentes, c'est sûr. On n'a pas le côté immédiat qu'on pourrait avoir en intervenant librement. Mais il y a aussi, par contre, la possibilité peut-être de concevoir des choses en amont. Et pas seul, mais du coup d'être avec des acteurs locaux. Et voilà, c'est ces temps-là qui sont en amont qui peuvent être intéressants aussi dans la manière d'intervenir par la suite. De ne pas le penser uniquement de manière... comment dire, disons vraiment d'avoir les outils pour comprendre au mieux le contexte dans lequel on va intervenir. Et là, l'idée d'être peut-être plus institutionnel permet ça. Je ne sais plus où je voulais en venir, je suis désolé. Je crois que j'ai perdu ta question. Donc, Ah oui, ouais. Territorial. Ouais. Ben, je crois que c'est un peu inévitable. Enfin... Ou est-ce que ce que vous faites, c'est voué à générer du marketing territorial et à solliciter de la visite et à faire venir du monde, ou est-ce que parfois ça peut être justement plus sur la question de la mémoire, d'être une offrande, je ne sais pas, je pense à ton travail, ce que tu disais sur les portraits, quelque chose que tu fais pour rendre hommage et pour le souvenir, la mémoire. Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être deux choses différentes. Pour ce qui me concerne, précisément, en fait, c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est jamais pareil. J'ai des expériences de toutes sortes. J'ai été, j'ai fait de la propagande pour des élus, ça c'est sûr, indirectement, pour certains, lorsque j'ai collaboré peut-être à masquer la déliquescence du tissu urbain à Vitry-sur-Seine. Forcément que j'ai retenu un peu
la chute vertigineuse et la ghettoisation actuelle de Vitry-sur-Seine. Lorsque j'ai participé à l'élaboration du parcours dans le 13e arrondissement, effectivement, j'ai fait du marketing politique pour l'élu qui était à la mairie du 13e. Et à la fois, on ne fait pas toujours ça. Mais ça a toujours été, hein, l'artiste a toujours, à la Renaissance, déjà les artistes faisaient de la propagande pour les princes et les différentes cités. Je veux dire, il y a toujours eu une connivence finalement entre le pouvoir, le territoire et l'action de l'artiste. Hein. Et d'ailleurs, faut pas s'y tromper, les artistes, ils vont toujours là où il y a de la croissance économique au final. Là où il y a de l'argent et là où il y a de la croissance. C'est-à-dire que le problème de la gentrification, c'est que c'est un problème extrêmement... C'est ça, en fait, ce qui est derrière peut-être aussi la question, non ? C'est une question qui est extrêmement complexe, parce que quand je pense à Vitry-sur-Seine, cette pauvre ville, elle aurait bien besoin de se gentrifier. Quand on parle de gentrification, moi je vis à Ivry-sur-Seine, je pense à tous les locataires en HLM, je pense aux propriétaires qui ont acheté il y a longtemps et qui vivent dans des conditions modestes. Ils mériteraient d'avoir une ville qui soit embellie. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, la gentrification, contrairement à ce qu'il y a une idée reçue qui dit voilà, ça chasserait les pauvres. Je pense qu'il y a des pauvres aussi qui restent sur un tissu urbain qui s'enrichit ou qui s'améliore et qui bénéficient de la gentrification. C'est pas si simple. Après, que les artistes aillent dans ces zones qui sont liées à la gentrification, c'est parce que ce sont les zones de gentrification, je sais pas le dire en français, qui finalement sont des zones de plus forte croissance économique dans le tissu urbain. C'est en général les banlieues ou les périphéries, en tout cas les périphéries aisées, en tout cas des grandes métropoles depuis quelques années. C'est Williamsburg, c'est Montreuil, toutes ces villes-là qui finalement subissent, qui vivent de plein fouet, qui vivent très fortement de grandes mutations urbanistiques et économiques. Après, je pense que les expériences sont diverses, que ça génère du tourisme. Il y a toujours un tourisme, certes, mais le tourisme, c'est toujours différentiel. Il y avait énormément de touristes à Vitry lorsqu'il n'y avait que du street art à Vitry. Maintenant, il y a du street art au coin de la rue. Je pense que il arrivera un moment où un mur sans un tag et sans une œuvre, ça générera du tourisme parce qu'il ne restera plus que ce mur-là. C'est ça la question. C'est le moment où on fait quelque chose de nouveau. Quand c'est plus nouveau, c'est plus nouveau. Vous savez, aujourd'hui, j'ai peint un portrait de Toni Morrison dans l'université de Rennes. Si j'avais fait ce portrait-là il y a 15 ans, je pense que les gens ne seraient même pas allés en cours. Là, il y en a quand même peut-être 90 ou 95% qui n'ont pas tourné la tête quand même. Et tant mieux pour eux, c'est signe que cette forme d'art, elle s'est banalisée. C'est une bonne chose. C'est toujours différentiel en fait. Ça l'a fait, ça le fera là où il y a une rareté. Faut aller trouver une sorte de paradis perdu du non-lieu de street art pour que ça génère vraiment un intérêt très fort. Mais si aujourd'hui, dans le 13e arrondissement, vous êtes en train de peindre au coin de la rue, personne ne se retourne parce que c'est tellement entré dans les mœurs qu'il n'y a plus cet effet différentiel et cette curiosité. Tout s'émousse, tout se banalise. Et c'est peut-être ce qui menace le plus cette forme d'art, en fait. C'est sa généralisation. Imaginez, je ne sais pas quel âge vous avez, quel âge avez-vous ? Moi j'ai 46 ans. Lorsque j'étais enfant, il y a longtemps donc, on regardait un livre d'art, de photographie. La photographie d'art, c'est extrêmement rare. On regardait les couvertures des magazines avec vraiment une certaine avidité, une curiosité. Les photos étaient exceptionnelles. La musique, il fallait poser un disque sur... un disque où ensuite il y avait les cassettes, tout ça, il y avait une rareté. Aujourd'hui, la musique, elle est ambiante, elle est partout, on la fuit. La photographie, elle est partout. On la fuit ou presque. L'image, l'abondance d'images. On regardait la télé avec empressement. Le soir, il y avait 2 chaînes, puis 3 chaînes, je les ai vues arriver. Aujourd'hui, on regarde même plus la télé. Il y a cet effet comme ça de saturation qui fait qu'on se détache des choses. Donc, toutes ces histoires de marketing,
elles sont relatives et elles sont elles-mêmes éphémères et fluctuantes. Moi, je pense toujours, enfin je digresse, mais je pense toujours à l'émerveillement qu'a dû produire, en tout cas pour le Kidam au XVIIe siècle, qui a entendu pour la première fois des orgues dans une église. Ça devait être vraiment Dieu qui s'adressait à lui. Aujourd'hui, on baisse le son, quoi. Et le marketing. Marketing el poder fagocita el arte. Eso no quiere decir que, ¿no? O sea, lo instrumentaliza, siempre lo instrumentaliza. Le pouvoir instrumentalise l'art. Pero eso no quiere decir que ahora que hemos asumido o asimilado el arte urbano o el graffiti, que son dos cosas muy diferentes. Mais ça ne veut pas dire que maintenant qu'on a assimilé l'art urbain ou le graffiti, qui sont deux choses complètement différentes. Eso no quiere decir que ahora todo el arte urbano sirva al poder. Yo creo que Ça ne veut pas dire que tout l'art urbain, ça sert le pouvoir. yo creo que lo más interesante siempre está en los márgenes Le plus intéressant, c'est toujours dans les marges. y lo que critica el modelo de ciudad, un modelo de representación, C'est qui critique le modèle de cité, civilisation, de dispositivo también, de dispositif. y lo que puede tener un sentimiento también de autocrítica. El marketing sirve a la publicidad y a una serie de clientes. Et c'est qu'il y a un sentiment de autocritique. Le marketing, il sert à une sorte de client, Pero no todos los clientes imponen, digamos, una ideología. Ahí mais tiene pas que tous les ser- clients imposent une idéologie. y puedes estar de acuerdo con esa ideología o no. Y Mais tu entonces peux être d'accord ou pas. C'est là où on trouve ahí está, digamos, la problemática. Es que la es problématique. muy complejo. C'est très complexe. Eso no quiere decir que todo lo que sea ilegal sea Ça ne veut pas dire que tout ce fantástico qui est y que n'est pas todo- légal, c'est fantastique, y que todo lo que sea legal sea una mierda. ou tout ce qui est légal, c'est de la merde. Lo importante es que es si eso trasciende o si está proponiendo otro modelo diferente al margen del estereotipo de arte urbano. C'est ce qui est important, c'est ce qui va être culturistes. Transmis. pardon? Transmis. Non, ¿Qué he dicho? transciende. Trascender. Tú Qui trascendes. va aller transcende, oui, qui transcende. Et lo importante es lo el que... estereotipo de arte urbano. Et Trascender. c'est qui est le stéréotype de l'art urbain qui te va transcender ou pas. Moi, je voudrais vraiment ajouter quelque chose. Que quiero agregar algo, C'est la notion de piratage, de hacking. c'est la noción de pirata. Parce qu'au final, les artistes urbains, ils sont que les enfants de leur époque et on vit de plus en plus une époque de piratage généralisé. Ils piratent le sol, ils piratent des structures qui ne sont pas supposées accueillir leurs œuvres. Supuestamente no están ahí para nuestras obras. Moi, quand je peins sans autorisation sur une porte, je pirate une porte, en quelque sorte. Lorsqu'il y a une manifestation qui se fait aujourd'hui, il y a des black blocs qui s'intègrent dans toute manifestation. Aujourd'hui, il y a Extinction Rebellion qui fait des tas de pochoirs partout dans la ville qui ont piraté, en tout cas, notre langage du street art pour faire de la propagande. Eh bien, aujourd'hui, Anne Hidalgo, elle a dit qu'elle les soutenait. Elle vient de les pirater. Ce qui fait que tous ceux qui sont les opposants d'Anne Hidalgo, s'ils font la propagande d'Extinction Rebellion, ils font la propagande d'Anne Hidalgo. On est dans un jeu de piratage généralisé où plus personne n'y retrouve ses petits. C'est de plus en plus complexe. À titre personnel, parce que moi la métaphysique c'est très important, je suis complètement paumé. J'ai commencé par vous dire, je ne sais pas qui je suis. Sans cesse, en tant qu'artiste, je rencontre des situations différentes, je les pirate. Mais sans cesse, ces situations et mes interlocuteurs piratent mon travail. On est vraiment dans ce jeu de détournement qui est très interactif. C'est dramatique ça. Les Espagnols sont sympathiques et les Français sont dramatiques. Son simpáticos y los franceses son dramáticos. C'est vrai. Es verdad. Hay de todo. Il y a tout, hein. Alors, Christian, vous êtes trop modeste pour ne pas parler de la légende des cieux, pour Bourget.
que je me suis pris à rêver de pirater, justement parler de piratage pour rebondir là-dessus, ou par rapport à l'idée de travailler sur la banalisation de cet art. Je reviens sur une remarque de Santiago qui parlait de support de narration et d'hybridation physique et virtuelle et digitale. Je travaille sur l'idée d'utiliser la réalité augmentée avec un smartphone pour pouvoir donner vie à des œuvres existantes ou des œuvres futures, donc en les scannant ou en créant des effets de lecture du coup d'œuvres, de fresques, comme on voit dans Harry Potter, on voit soit dans la Gazette des sorciers ou dans des tableaux à Poudlard, où on voit des tableaux qui se mettent à bouger ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous avez déjà rêvé ou réfléchi ou pas? Harry Potter? Harry Potter a donné vie, comme ça, avec la réalité augmentée, avec un smartphone, donné vie en survolant une œuvre avec un smartphone pour pouvoir lui donner vie ou avoir des... J'ai toujours, on a tous, enfin moi je m'étonne en tout cas de ce qu'on recatégorise sans cesse des choses qui ont toujours existé. Lorsque je vois une de mes œuvres, je la vois pas comme quelque chose de statique. Je vois une œuvre qui évolue, je vois des gens qui passent devant, je vois le soleil qui balaye son ombre dessus, l'ombre qui se déplace sur l'œuvre comme comme un cadran solaire en quelque sorte. Il y a déjà une vie, une évolution de l'œuvre. Lorsque je vois passer une jolie fille devant l'œuvre, je l'imagine elle-même d'une manière de la réalité augmentée, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce qui est important, il me semble, c'est de donner vie à l'œuvre elle-même, dans sa symbolique, pour moi, plutôt que de chercher à m'enfoncer. Mais ça, c'est très personnel, c'est pas un dogme, c'est que j'appliquerai aux autres, c'est quelque chose qui parle de moi. Plutôt que de chercher à aller plus loin dans la technologie, j'ai une approche très artisanale, mais aussi ils ont une approche finalement très artisanale des interactions avec la technologie. Il y a une dimension très humaine, ils n'arrêtent pas de parler de la dimension humaine de leur travail. Ce qui fait que j'ai jamais été vraiment pour l'instant happé dans cette surenchère technologique. J'aime le fait qu'il y ait un impact de l'œuvre dans son environnement, mais il va être symbolique ou émotif. Une œuvre disparue me plaît autant qu'une œuvre présente. Il y a des dimensions émotives ou symboliques comme le regret, comme le souvenir, qui me semblent tout aussi impactantes que la mise à disposition virtuelle d'une œuvre en réalité augmentée. Moi, je me réjouis lorsqu'une de mes œuvres est détruite dans la rue, parce que ça va faire des malheureux. Des gens qui avaient l'habitude de le voir tous les jours ou qui s'imaginaient qu'ils pouvaient attendre 2 jours de plus pour aller voir l'œuvre et qui vont avoir un tant soit peu, je commence à les connaître, le cœur déchiré de ne plus pouvoir voir cette œuvre telle qu'elle était, qui s'empresseront d'aller voir la suivante plus rapidement pour pouvoir avoir une relation avec l'œuvre qui soit telle qu'eux l'ont entendue. Quand j'ai fait la première grosse monographie de mon travail en 2015, chez Albin Michel, peu importe, j'ai accordé une section entière à la dégradation de mes œuvres parce que ça me semblait capital que l'œuvre elle soit fragile, parce que cela fait part de cette émotion. Si vous n'étiez pas fragile, peut-être que vous appréciez... D'ailleurs, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on apprécie moins la vie qu'il y a peut-être 100 ans ou 150 ans, c'est qu'on est devenu des sortes... La médicalisation fait qu'on est beaucoup moins fragile qu'on l'a été, ce qui fait qu'on banalise l'expérience quotidienne. Et mon travail, il est là pour essayer de révéler la fragilité et de révéler l'émotion, le souvenir, des choses comme ça. Donc la réalité augmentée, pour moi, c'est vraiment une perspective technologique qui n'est pas une priorité. Voilà. Là où moi je rajouterais peut-être quelque chose, c'est aussi sur l'aspect spontané aussi, des fois des interventions qu'on peut voir comme ça dans la rue, et ça c'est ma crainte, après c'est pas, je pense pas que ça soit partagé avec tout le monde, mais c'est peut-être la peur de perdre cette spontanéité en y ajoutant un écran, enfin un degré supplémentaire. Il y a, je sais que moi, ce qui m'a plu au tout début, quand j'ai commencé à peindre, je peignais dans la rue que j'empruntais tous les jours pour aller à la fac, pour venir ici. Et en fait,
voilà, je peins dans cette rue, c'était un chemin quotidien, une routine presque, et comme tu parlais tout à l'heure de perturber aussi à un instant, dans cet endroit-là, c'est-à-dire dans ce chemin qu'on emploie tout le temps. L'éphémère permet de perturber un moment et puis en même temps de perturber une deuxième fois quand elle s'en va et qu'on se rend compte que c'est plus là, qu'au final on l'a intégré, voilà, on l'a intégré dans notre quotidien et qu'en fait elle finit par disparaître. C'est magnifique de disparaître. Les magiciens, le principe du magicien, c'est notamment de disparaître. Faut l'accepter. Du coup, l'éphémère a une beauté, la beauté de l'éphémère, la rareté aussi. Mais en fait, le cauchemar, ça serait que mes œuvres elles soient toutes absolument définitives. Ce serait vraiment, c'est insupportable. J'étais à Vitry-sur-Seine, j'y ai peint énormément. Dès que j'ai déménagé, parce que je me suis gentrifié moi-même, je me suis embourgeoisé, je suis allé à Ivry, ça va, ça reste relatif, mais c'est mieux. Eh ben, le premier credo que je me suis dit, c'est tu ne peins plus autour de chez toi, parce qu'en fait, il y avait prolifération de mon travail, et moi-même, j'en pouvais plus de voir mes œuvres, je les supportais plus, quoi. Et Vitry, peut-être une des raisons pour lesquelles je suis parti, en tout cas je l'avais déclaré, ils m'ont pas compris, c'est parce qu'à un moment donné, je leur ai demandé que toutes les œuvres qui soient un peu trop dégradées, qu'ils prennent l'initiative de les effacer, les miennes et celles des autres, pour que ça puisse se renouveler. Ça fait partie de la poésie de cette forme d'art, en tout cas à mon sens, qu'elle soit périssable. Voilà. Si on était tous immortels, je ne vous supporterais pas, les uns et les autres. Ce qui m'attache à vous, c'est qu'il y a chez vous une fragilité, chez moi une fragilité qui fait que j'ai envie de profiter de vous, de comprendre en quoi vous êtes fragile et faible, moi également. Là, il y a dans cette surenchère, en tout cas, de nouvelles technologies et de conservation, etc., d'archivage, quelque chose que je trouve assez angoissant. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est de savoir et de me dire que finalement, toute cette espèce d'hyper-archivage numérique, ce qu'on appelle le big data, ça me semble peut-être encore plus fragile que l'argentique en soi. Je me demande vraiment s'il va en rester quelque chose de toutes ces milliers, centaines de milliers et millions de photos qu'on est en train de prendre au quotidien. J'ai l'impression que ça me parle plus, ça évoque plus, sur le plan anthropologique, d'une sorte de baroud d'honneur de l'humanité pour tenter d'enregistrer quelque chose de ces derniers instants, d'une sorte de spasme final, plutôt que d'éternité. Et c'est peut-être ça qui est touchant dans tout ça. La hibridación, vivimos en un mundo híbrido. On est dans un monde hybride et le sujet de la technologie, c'est aussi un sujet complexe. Y más ahora en estas generaciones post-internet, ¿no? Et surtout maintenant dans des générations après l'Internet. Que hemos vivido con la conexión a Internet ya desde, sobre todo la generación de los 30, 35. Surtout la génération de 1930, on a... Non, des 30 ans, pardon, excusez-moi. Après 30 ans, on a ça tous les jours. No podemos ser ajenos a esa realidad. Yo personalmente quiero entenderla, quiero jugar con eso, con esos límites y con esos empoderamientos que creo que tenemos que tener como representación política, por ejemplo, en la red. On ne peut pas la laisser de côté, en fait. Et il a envie de jouer avec ça et de justement la prendre pour avoir una representación política en la red. Pour avoir une représentation politique dans les réseaux. Creo que los artistas también tenemos cierta responsabilidad en esa construcción. Et en tant qu'artiste, on a une responsabilité dans la construction, dans cette construction-là. Como él ha dicho, no hay nada peor que no te quiten, o sea, que tu obra se quede permanente. No hay nada peor que un muerto que vive en Internet y no quiere estar ahí. Et comme il a dit, il n'y a pas pire que d'avoir ton œuvre tout le temps, permanente. Et c'est aussi l'effet, par exemple, un exemple d'avoir un mort en Internet qui vit alors qu'il est mort. O una obra que ya no vive en el espacio físico y sin embargo no hay manera de quitarla. Ou une œuvre qui n'est plus dans l'espace physique, mais qu'il n'y a pas moyen de l'enlever de l'espace public. De alguna manera está entrelazada la ciudad y la red. La ciudad algorítmica o la configuración urbanística depende ahora de los datos que se recolectan por las geoposiciones. En quelque sorte, il y a un lien entre la ville et le réseau ou le digital et
Sí, que la ciudad ahora mismo algorítmica Et la cité dans l'algorithme, es sobre todo esa información que se recaba cette information qu'on va recopiler de los móviles, des téléphones, es la que está ayudando a configurar c'est las cette information qui est en redes, train d'aider à configurer les réseaux las redes de urbanismo o de et les réseaux comunicaciones. d'urbanisme et des No communications. podemos no entender eso. On ne peut pas ne pas comprendre cela. Si entendemos eso y queremos participar de esa construcción de lo social, Si on comprend ça et on a envie de participer à cette construction de social, tenemos un campo de creación on a y un champ de crítica création et de critique súper extenso, complejo, heterogéneo, très complexe, très hétérogène, pero que necesita que se debata. mais Y qui el a arte- besoin d'un débat. El arte está no solo para embellecer los salones del reino, sino para criticar el uso de esos salones. Et l'art n'est pas seulement pour mettre en beauté les salons du royaume, mais aussi pour critiquer El uso de esos salones. l'usage de ces salons-là. Entonces, sí que me interesa mucho la realidad aumentada, Donc si ça m'intéresse, la réalité el arte locativo, augmentée, l'art locatif, locative art y el GPS y la inteligencia artificial, evidentemente. l'intelligence artificielle aussi, ça m'intéresse, évidemment. Y creo que no son conocimientos o prácticas artísticas estancas. Puedes conversar con todo eso. Et qu'on peut converser, on peut dialoguer avec tout cela El en même espacio temps. público es un espacio donde se permiten cosas, Et l'espace public nous permet de faire des choses, pero no todo, mais pas tout, como Internet. comme Internet. J'ai encore un mot, parce que à chaud, c'est pas pareil. On est déjà confronté à des formes de réalité de ce type, en tout cas, fantomatique. Quand vous voyez un pastel d'une scène familiale avec des enfants, des choses comme ça du 18e, 19e siècle, vous voyez bien que vous êtes en train de regarder un mort et qu'il y a quelque chose d'un peu perturbant. Pourquoi on regarde si peu des films en noir et blanc? Parce qu'on sait bien que c'est des fantômes qui apparaissent et qui s'agitent dans l'écran et qu'il y a quelque chose d'un peu déstabilisant. Ça crée un certain malaise. On a envie de voir une œuvre d'art qui renvoie à la vie quand même. Ça, c'est quelque chose de fort, quoi. On a envie que nos œuvres elles soient vivantes. Moi, je veux une œuvre vivante, je veux pas une œuvre fantomatique, hein, en tout cas. Voilà. Le beau, je sais pas ce qui est beau. Je connais le vivant et l'humain, le beau, c'est très relatif. Je sais pas, j'ai pas d'expertise, je sais pas. Après, vous savez, le beau, quand on voit l'époque, tous les super-héros qu'on nous vend, la plupart en tout cas, ils sont bioniques, ils sont augmentés. Il s'agit maintenant, aujourd'hui, si on fait la promotion, l'idée même très américaine du super-héros, c'est un personnage augmenté. Augmenté de pouvoir, augmenté de mécanique, augmenté d'appareillage, d'engins spatiaux, de choses comme ça. Moi, je peux vous dire que j'ai l'impression que c'est quand même un énorme enfumage et que pour moi, le super-héros aujourd'hui, c'est le type qui arrive à renoncer à son téléphone portable, à renoncer à la télévision chez lui, à parler aux gens qu'il rencontre seulement. Et celui-là, j'en connais pas. J'en connais même plus. Je connais personne. J'ai un prof, Claude Mignot, un ami, qui a pas de portable et qui n'avait d'adresse email que celle de l'université. Voilà. Si on veut joindre Claude Mignot, il faut l'appeler sur son téléphone fixe et c'est sa femme qui répond parce que lui, il n'a même pas de ligne. C'est très rare. Il vit dans le présent, il vit avec les autres, dans son environnement. Et moi, ça, je trouve que c'est ça l'héroïsme actuellement. Parce que se projeter dans la virtualité, je ne sais pas si c'est pas c'est une fuite en fait inversée, mais bon, c'est sûrement naïf comme approche. Hein. On est peut-être beaucoup trop très proche
de la technologie dont on parle. Et c'est peut-être, on n'arrive pas à se détacher. Mais toi, tu peins à la bombe. Ça n'existait pas il y a 50 ans. Ça fait partie de cette technologie. C'est-à-dire que les technologies, je pense que c'est quand même tout un appareillage qui nous constitue et qui nous traverse depuis la nuit du temps. Donc peut-être on va dépasser cette étape. Je pense qu'on est dans une phase très critique vis-à-vis de la technologie parce qu'elle est en train de nous submerger dans un monde très Mais individualiste. il aurait fallu me demander quel est mon rapport à la bombe aérosol. Je la déteste. Je la hais. Mais tu ne peux pas t'en empêcher. Tu parles avec un microphone, tu te déplaces avec une voiture. C'est-à-dire La technologie. bombe aérosol, c'est du poison. C'est de la production industrielle. C'est du déchet. C'est de l'émission de gaz. Il y a du plomb. Voilà. Je veux pas que mon fils il s'approche, même ma chienne, je veux pas qu'elle rentre dans l'atelier. Donc je sais très bien que dans 2 ou 3 générations, mais ils vont nous vomir, nos successeurs, en disant ces mecs-là, ils ont passé leur temps à prendre l'avion pour aller peindre des murs avec des produits polluants, à abuser en tout cas d'un capital naturel qui n'était pas le leur. Donc il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. C'est là où l'héroïsme, c'est de renoncer en fait, c'est de disparaître. Si j'étais un véritable héros, en tout cas, je serais pas là à parler dans ce micro avec cette électricité-là. Je serais en train de cultiver mon jardin quelque part. Moi, je pense que c'est une image un peu trop idéaliste. Je ne suis pas sûr qu'il y a déjà des héros ou pas, mais c'est déjà le fait d'être conscient. Ça, je pense que ça participe à la chose. Je ne pense pas qu'il y a une échappatoire. Je ne pense pas qu'il y a un sauvage gentil qui va s'installer dans la forêt et vivre en tranquillité, en paix. C'est pas un sauvage, il y a quelques lettres en trop. J'ai dit un sage. C'est pas un sauvage. Parce que des sauvages, il y en a partout. Je préfère les sauvages. Pour ça. Ah, je sais pas. Un sage, quelqu'un qui saurait renoncer, en fait. C'est toutes les bases de toutes les philosophies, de toutes les métaphysiques, c'est le renoncement, en fait. C'est la disparition et c'est se déshabiller des choses. Et ça, en fait, je ne sais pas si on est vraiment très sage, en tout cas dans cette démarche, nous autres, les artistes urbains, de graffiti, avec toute la superbe et toute la vanité. Vous voyez, moi, en tout cas, je questionne même la nature même de mon métier. Qu'est-ce que je suis, un amuseur public, maître games qui il met de l'ambiance là où il passe? Est-ce que je suis quelqu'un qui essaie de contribuer à une réflexion morale sur les valeurs, à construire une ville ensemble, et c'est peut-être ce qui me justifie que je vienne parler de ça avec sincérité, quoi, que je vous dise, que j'essaie de vous dire ce qui me préoccupe. Je l'ai dit, je ne sais pas qui je suis, ouais. C'est le postulat philosophique de base. Qui suis-je? C'est important de se poser vraiment toutes les questions, quoi. Moi, je vais juste continuer. Enfin, sur la technologie, peut-être que j'ai un côté un peu moins pessimiste, peut-être que toi, mais sur l'idée que je pense que certaines technologies peuvent m'effrayer, mais elles m'effraient moins maintenant parce que j'ai appris comment elles se faisaient, comment elles se déconstruisaient, et que ça m'a permis aussi de moi construire avec quelque chose de différent, et de cette manière aussi de savoir. Enfin, je sais pas, mon ordi, je l'ai depuis 11 ans, je le répare, il me coûte plus. Ouais, le même. Wow. T'as vu. Non, mais il me coûte plus grand chose. Je sais comment l'ouvrir, le réparer. Il m'effraie plus. Enfin, je veux dire, il est pas. J'irai pas jusqu'à dire que je sais ce qui est fait de mes données sur mon ordinateur. J'irai pas jusque là, mais peut-être que si j'avais plus la main là-dessus. Soit je limiterais ma consommation de ça, soit je pourrais peut-être me rendre compte qu'il faut que j'arrête, et dans ces cas-là, mais je sais aussi que du coup elle me sert pour la création artistique, et là, en dehors de la création en extérieur, je commence à intervenir aussi, enfin à réaliser des œuvres en intérieur, et là j'utilise les outils numériques et j'ai appris à m'en servir, et du coup Tu l'as piraté? Je l'ai, dans un sens, c'est des outils dont j'aurais pas eu vraiment accès, qui sont normalement des outils d'entreprise, et là ils sont donnés accessibles dans des lieux qui permettent ça, et je les trouve beaucoup moins effrayants du coup, et ça me permet aussi d'imaginer plus loin que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc elle m'effraie peut-être un peu, mais pas tant que ça va. Yo creo que la tecnología no es el enemigo. Je crois que la technologie, c'est pas l'ennemi.
Yo creo que es el uso que damos de la C'est tecnología l'usage qu'on fait des technologies, de manera dominante, la ideología neoliberal surtout dans Que piensa l'idéologie que néolibérale qui pense que que piensa o que son tecnofílicos, c'est ¿no? une technophilie, Pero yo no soy tecnofóbico. mais je ne suis pas technophobie, Yo pienso que technophobique, pardon. yo pienso que la tecnología es levantar. Je pense que la technologie s'est levée, Ese es mi hijo y mi mujer. c'est Gracias a la tecnología están aquí. mon fils et ma femme. Merci à la technologie, ils sont là. Y yo creo que hay que ser precavido, ¿no? ¿Dónde termina la tecnología? ¿Dónde empieza la naturaleza? Il faut penser Si où commence la nature, où finit la technologie. La tecnología y la naturaleza para mí, voy a decir una cosa que quizás es polémica, Pour moi, je veux dire une chose qui peut-être c'est un peu polémique. es lo mismo. Pour moi, c'est la même chose. De la misma manera que la naturaleza y la cultura es lo mismo, De la même façon que la nature et la culture, c'est la même chose. es el problema del uso. C'est le problème Estamos de l'usage qu'on donne. haciendo minoritario y muchas veces impuesto de una tecnología que ha venido a salvarnos. Pensar eso es realmente un suicidio. C'est un suicide, le fait de penser que la technologie... Pardon? Oui, minoritaire. La technologie minoritaire va nous sauver. Merci. En 2001, la película Kubrick, Le film el 2001, principio de la película, le début du film, cuando hay dos monos quand il y a deux singes alrededor de unos huesos. autour des os. ¿Os acordáis? ¿Veis esa Vous imagen? vous rappelez de l'image? En el momento en que un mono levanta un hueso, Le moment où le singe y il con lève ese hueso l'os tiene una herramienta, eso es tecnología. et Hay un- il l'utilise comme un outil, à ce moment-là, il y a de la technologie. La tecnología es lo más humano. La technologie, Somos c'est le plus humain tecnología, qu'on ait de la Porque technologie. no nos hemos adaptado a la naturaleza. Car on ne Ese s'est pas es nuestro adapté à la drama. nature, donc c'est ça le drame. Y además el arte ha evolucionado con la Et tecnología. en plus, l'art, il a évolué grâce à la technologie. Creo que el arte está para definir o hacer como una especie de auditoría Et l'art est là pour définir ou pour faire une espèce desde la belleza, si de... queréis, audit- o desde la crítica o desde la À política partir de la beauté, de la critique ou de la politique, del uso que damos de la mais c'est tecnología. l'usage qu'on fait de la technologie. Es mi opinión. C'est mon avis. Quizás es polémica. Peut-être c'est un peu polémique, mais Non, c'est bien. non, c'est pas bien. Ah, d'accord. Et surtout, Je voulais votre avis sur la question donc, de l'art urbain comme une œuvre artistique éphémère et le fait que vous vivez sans doute, vous, des commandes publiques. Et donc, je voulais avoir votre rapport et votre avis sur la commande publique, le fait de pratiquer votre art aussi de manière, enfin, entre guillemets, vandale. Et c'est aussi quand même la commande publique, sans doute, qui vous fait vivre. Alors, je voulais savoir quelle était votre position entre les deux. Merci. Oui. Je sais pas si c'est quelque chose de mauvais qu'elle me fasse vivre cette commande publique. Enfin, je dirais peut-être que le fait qu'aujourd'hui elle occupe la majorité de mon temps m'interdit presque de. Enfin, m'interdit. Non, mais. Enfin, voilà, c'est comme quand on a du temps libre et qu'on a du travail. Enfin, quand on fait un travail et qu'on a du temps libre, on n'a pas envie de refaire du travail dans son temps libre. Donc, aujourd'hui, je fais plus d'illégal ou du moins, parce que la pratique artistique que j'ai, elle occupe la grande partie de mon temps. Et que ce soit en plus dans un cadre légal, en tout cas, moi, ça m'a jamais apparu comme un frein. On parlait tout à l'heure peut-être de la manière de se réapproprier ces interventions-là dans des espaces par la politique. Mais c'est vrai que quand on intervient dans un endroit, après, à partir du moment où elle est dans l'espace public, elle vit aussi. Et on va pas se lancer à la chasse de toutes les personnes, de la manière dont ils parlent de ce qu'on a fait. Enfin, si, toi, t'as eu des soucis des fois sur la manière dont on s'est réapproprié tes œuvres ou dont on a parlé politiquement. on en a parlé. Ouais.
Enfin, je sais pas, moi ça m'apparaît pas comme un souci ou comme... J'ai parlé du piratage. On pirate, on se fait pirater. Oui, voilà, c'est ça. Excusez-moi, mais j'entends des artistes qui disent que la commande publique tue un peu l'art urbain et qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce système-là. Alors, moi je veux faire un peu de provo quand même. Franchement, plus les mecs qui disent vendu, plus ils se vautrent dedans dès qu'on leur donne l'opportunité. C'est ça l'espèce humaine, il n'y a rien à en tirer. Plus les types te disent, plus le mec te dit mais lui c'est un vendu, plus il se précipitera dès que la porte s'entrouvrir dans le chemin de la mercantilisation. Il y a tellement d'effets de frustration dans tout ça. On est coincé. On est coincé. Déjà, c'est pas si simple. Ce qui est vandale ou ce qui est pas vandale. Je pratique des œuvres, la réalisation d'œuvres sans autorisation qui sont extrêmement consensuelles. Je pratique à réaliser des œuvres de commande qui sont parfois absolument pas rémunératrices dans les prisons. Je le fais tout à fait bénévolement. Toutes les œuvres de commémoration, en tout cas, je le fais toujours bénévolement. Donc, les catégories ne sont pas aussi blanches et noires. Et ensuite, qu'est-ce que c'est le vandalisme? Est-ce que c'est vraiment l'idée de poser une œuvre dont on peut estimer qu'elle ait de la valeur ou non, d'ailleurs, sur le bien d'autrui? Ça, c'est une vision qui est liée à la propriété privée. Le véritable vandalisme aujourd'hui, ce serait de multiplier des portraits d'Éric Zemmour. Ça, c'est du vandalisme, parce qu'on irait à rebours de l'intérêt de la société. Mais quand un type prétend avoir une pratique dite vandale, alors qu'il fait de l'autopromotion avec son sobriquet ou une œuvre esthétique artistique qui contribue à sa promotion, est-ce que c'est vraiment du vandalisme? Tout dépend quelle valeur on applique au vandalisme. Pour moi, le vandalisme, c'est vraiment quelque chose, c'est réaliser une œuvre qui soit dévastatrice. Une œuvre dévastatrice, c'est peut-être de réaliser une œuvre dont les valeurs, puisque moi je suis très attaché aux valeurs, ou dont la symbolique constituerait une discorde ou un objet d'effondrement de la société. Vous voyez, les choses sont jamais clairement blanches ou noires. Que ce soit commande ou pas commande, que l'artiste reste en phase avec ce pourquoi il a envie de peindre. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu de ça entre la forme institutionnelle et informelle? Parce qu'on a eu ce débat aussi ce matin un petit peu, et enfin moi ça m'interroge aussi beaucoup sur comment est-ce que la commande transformerait ou pas votre art, votre message. En 2008, j'ai refusé un sacré paquet de pognon c'était la vodka Absolute, qui m'avait proposé de réaliser toute une série de panneaux dans 8 villes, 8 métropoles du monde, parce que je déteste l'alcool, l'alcoolisme et l'éthylisme et tout ce qui va avec. Et quand je vois tous ces malheureux, parce que généralement l'alcool ça s'abat précisément sur les malheureux, comment ça détruit leur vie. Et ça je le ferai pas. Pendant longtemps j'ai bu énormément de coca. J'étais moi-même une sorte d'homme sandwich puisque j'avais toujours une canette à la main. J'aurais bien aimé récupérer en ce temps-là un petit peu de mon argent, j'aurais fait de la pub pour Coca-Cola, puisque j'en buvais. Aujourd'hui, j'en bois plus, je serais gêné de faire de la pub pour Coca. C'est très relatif. Donc, si demain, là par exemple, je vais faire une sculpture, peu importe, mais je vais faire le trophée du comité Laïcité République qui récompense par une Marianne des personnalités qui sont engagées pour la laïcité. Pour certains, je suis un fasciste. Parce qu'aujourd'hui, avec les débats sur l'islamophobie, avec l'utilisation qui est faite de la laïcité pour faire taire certaines revendications religieuses ou communautaristes ou de présence religieuse dans la société, on apparente de plus en plus les gens qui sont des laïcards, le mot a été dit par des grands politiques, à des fascistes ou de droite ou d'extrême droite. Peu m'importe. On peut dire que j'ai été piraté ou récupéré, mais tant que moi je suis en phase, comme vous le dites, avec mes idées, j'y vais. Et si demain j'avais des idées autres, quelle que soit la nature de l'idée,
Ce qui est important pour moi, c'est que je sois conforme à ça. Mais bon, c'est parce que je pratique une forme d'art qui est très politique. Donc forcément, je suis confronté régulièrement à tout ça. Il me semblait, mais peut-être sans doute à tort, que l'art urbain, c'était aussi un médium pour dénoncer. Et donc, je me demandais justement... Pardonnez-moi, mais dès les années 80, Kessaring, il nous a fait des dérivés à tout va. Le Basquiat, il s'est précipité chez Andy Warhol, qui était le chantre du capitalisme à New York. Ça, c'est vraiment un marronnier d'enfumage. Tous les types, ils sont des rebelles jusqu'à ce qu'on leur achète une toile. C'est comme ça. Ils sont très très rares ceux qui disent « Ah non, je suis désolé, je fais vraiment ça pour la beauté du geste ». C'est pas vrai. J'en connais pas des prêtres ouvriers du graffiti. Vous voyez ? Des gens qui disent « Ah non, moi je veux aller à l'usine ou être caissier au Super U et faire mon tag, il est hors de question que j'y aille. » Si quelqu'un lui dit « Ta calligraphie est extraordinaire, vas-y, pour la beauté du geste, participe à l'exposition au MoCA », le mec il va y aller. La plupart ils sont écolos, machin, etc. Ils montent dans l'avion, ils montent dans l'avion, ils prennent l'aérosol, ils peignent avec. Il y a vraiment une ambivalence. Mais c'est très humain, je dénonce pas, je constate en fait. Moi, c'est mon effondrement personnel que de constater ça chaque jour, notre ambivalence. On aspire à des choses, on est autre chose. Pour ce qui est de l'antagonisme entre le sauvage ou le sage, qui sont deux axes différents, on peut aspirer à devenir sage ou sauvage et régresser, une régression qui est toute utopique, puisqu'il n'y a pas de régression possible. On est des êtres de transformation, de destruction, et on file vers notre destin. Je crois que c'est la fin du... Tout est dit. Merci beaucoup. En tout cas, bravo pour votre travail.